كانت مرتفقا صدق الله العظيم. بالروح بالجسد Donc nous recevons aujourd'hui un monsieur qui est que moi-même personnellement je respecte énormément. C'est un monsieur qui, pour moi, il représente, c'est l'homme dévoué, l'homme fidèle à sa patrie, à son pays. Et c'est ce qui me touche le plus. Alors, encore une fois, merci d'être là, monsieur. Merci d'avoir répondu à notre... Merci. Zenith School. Je vous laisse avec les présentateurs. Oui, merci. Merci. Éminente directrice générale, chers enseignants, distingués collégiens et lycéens, mesdames et messieurs, il nous incombe l'insigne privilège de vous présenter M. Ali Najab. Officier marocain, a inscrit son nom dans les annales de l'histoire, en consignant par écrit ses 25 années de captivité, offrant ainsi un témoignage poignant sur les conditions de vie des prisonniers marocains à Tindouf, siège du Polisario situé en territoire algérien. À sa libération, son engagement incessant l'a conduit à plaider et à témoigner devant des instances internationales, dénonçant sans relâche la problématique de ses compatriotes demeurés en détention, dans le dessein de les voir retrouver la liberté. En cette journée solennelle, rendons hommage à la présence discernée de M. Ali Najab, en reconnaissance de son courage indomptable, de son amour et son dévouement envers la patrie. Malgré toutes ses souffrances, il n'a pas failli son engagement indéniable. Saluons également son œuvre mémorielle, source d'enrichissement pour nous tous. Méritons nos applaudissements les plus chaleureux, mesdames et messieurs. Quel sujet je vais commencer? J'étais tellement comblé par ce qu'ils viennent de dire, mais en fait, je ne suis qu'un simple citoyen qui a accompli son devoir. Laïsa illa. Alors, je vais vous demander, est-ce qu'on va commencer, on parle français ou l'arabe ou les deux ou la français? Je n'ai pas entendu. إذا لم يسترجع المغرب الصحراء فلست مطمئنا على مستقبله كدولة أو كأمة. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si nous perdons le Sahara, et c'est le but qu'avaient les Algériens, c'est d'amputer le Maroc d'une partie de son corps et de l'isoler de ses racines africaines, et en même temps avoir un passage sur l'Atlantique. Et avec la perte du Sahara, Boumedienne, qui est le président de l'Algérie, croyait pouvoir soulever le peuple marocain contre son roi et balkaniser le Maroc. Mais il avait mal calculé, parce qu'il n'a pas tenu compte de l'intelligence du roi Hassan II, ni du courage de son peuple. Moralité de l'histoire, nous sommes chez nous, au Sahara, et le Polisario est à Tindouf, en train d'agoniser. Voilà, c'est pour commencer. Mais on ne peut pas parler du Sahara, ni de mon expérience, ni du Sahara, sans revenir un peu à l'histoire. Alors l'histoire, c'est la situation du Maroc à la fin du 19e siècle. Je vais vous lire, pour aller plus vite, je vais lire en 1880, 13 pays européens se sont réunis à Madrid. Il s'agit de l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, la Belgique, l'Espagne, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, le Danemark, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède et la Norvège. Presque toute l'Europe. Alors, ils se sont réunis du 19 mai au 3 juillet et ils ont signé une convention, ils ont adopté une convention. En vertu de ces accords, les pays européens gagnèrent la liberté de posséder des terres et des biens dans l'ensemble du territoire marocain. قالوا الله هذو ناعسين غادي نقبلوا لهم بلادهم ونديروا بها اللي بغينا.
Dans le cadre de la convoitise progressive des puissances européennes sur le Maroc, la conférence de Madrid marqua l'origine et l'internationalisation de l'affaire du Maroc. Alors ils se sont venus installer surtout le côté atlantique, sur la Méditerranée, plus l'Algérie sont venus du côté est pour conquérir le Maroc et le coloniser. De là a commencé la colonisation du Maroc à partir du Sahara, de la côte atlantique, du côté méditerranéen à partir de la frontière, et avec l'Algérie après l'accord entre la France et l'Espagne, durant les conventions de Madrid, ensuite celle de Berlin, la conférence de Berlin, et celle d'Algésiras. Ils se sont réunis là pour morceler le Maroc entre l'Espagne et la France. Revenons à la marche verte. Alors, l'Espagne voulait donner l'indépendance à l'indépendance au Sahara. Le Maroc s'y est opposé et les Nations Unies ont dit à l'Espagne d'arrêter. Et il fallait envoyer le problème devant la Cour internationale de justice. Alors, notre roi leur a posé 3 questions, ou 2 principales. Il leur a dit, d'abord, il faut que la Cour internationale de justice dise si le Sahara était terra nullius, c'est-à-dire 100 mètres, qu'il n'y avait pas d'habitants. Deuxièmement, s'il y avait des habitants, quelles étaient les relations entre ces habitants-là et le royaume du Maroc. Alors la Cour internationale de justice a dit le Sahara n'était pas terra nullius. كانت بسكانها. السؤال الثاني ما كانت العلاقة بين هؤلاء السكان والعرش المغربي. قالوا كانت البيعة. وما بعد رجعوا للسطر avec des arrière-pensées قالوا بلي ما وجدناش اثر ديال السياده المغرب على الصحراء. والجواب جاوبهم الحسن الثاني الله يرحمه قال لهم احنا واش في العهد منين جات اسبانيا للصحراء كان قانون دولي ما كان قانون دولي كان الا لو دروا كوتوميي ستادير البيعه دليل على ان في ذاك الوقت يلاه كانوا جوج دول اللي هما جمهوريات فرنسا وسويسرا. Et les autres pays étaient des royautés et ils gouvernaient par effet d'allégeance. Le Béa. لحد الآن الملك ديال الإنجليز واش كينتخبوا عليه؟ الملك ديال إسبانيا كينتخبوا عليه؟ وفي البلدان الآخرين اللي هما ملكيات كينتخبوا على الملك؟ لا ما كينتخبوش بيعة. إذا قال لهم الملك بما أن البيعة donc j'étais chez moi, j'organise la marche verte pour faire quoi? مش عارفين علاش صحت لا مارش فيرت علاش درنا لا مارش فيرت؟ شي واحد فيكم يقول لي علاش درنا لا مارش فيرت؟ وي؟ استرجاع الأراضي الصحراوية. ها؟ استرجاع الأراضي الصحراوية. Très bien. Il y a mieux. Je vais compléter à ta place. C'est pour faire pression sur l'Espagne afin que celle-ci s'assoie avec nous pour négocier l'entrée au Sahara. Alors, le 16 octobre 1975, Sa Majesté Hassan II annonce la marche verte après les conclusions de la vie de la Cour internationale de justice. 6 novembre 1975, le roi lance la marche verte. 14 novembre 1975, accord tripartite. Pourquoi tripartite? Parce qu'il y a les Mauritanie. Mauritanie, 18 novembre, le Cortés espagnol entérine les accords de Madrid. Le Cortés voit le Parlement espagnol. 10 décembre 1975, cet accord est validé par les Nations Unies, résolution 34-58, et ce fut le feu vert pour nous, de la part des Nations Unies, pour entrer au Sahara. On ne pouvait pas entrer au Sahara sans l'ordre, sans le feu vert des Nations Unies. Et le retrait de la marche verte, parce que nous ne sommes pas allés loin, 6 km ou 7 km à l'intérieur du Sahara, et puis on s'est arrêté. Alors, la marche verte, ça vous intéresse de savoir comment l'organiser rapidement? Eh bien, l'ONCF avait mis 10 trains par jour pour acheminer les gens à Marrakech. 7815 camions, 10 000 autocars, des cités insuffisantes pour le carburant, sur le plan sanitaire 470 médecins, un nombre suffisant d'infirmiers et d'infirmières, 230 ambulances,
1590 litres de fioul. Sur le plan sanitaire, il y avait 17 000 tonnes de vivres, 430 000 ustensiles de cuisine, 350 000 couvertures et 350 000 mushaf. C'était les moyens mis en œuvre pour organiser la marche verte. Une fois qu'il a voulu arrêter la marche verte, جلال الملك حسن الثاني خطب وقال ما يلي: وهكذا شعبي العزيز قمنا بمسيرتنا وقمنا بها أحسن قيام، قمنا بها جاعلين منها وسيلة الضغط من جهة ووسيلة التقارب من جهة أخرى. وحينما أردنا أن نظهر عزمنا وقرارنا على أننا مستعدون، يعني الشعب المغربي كله، بأن يستشهد في سبيل صحرائه، كانت المسيرة عنوان الشجاعة والإقدام والاستشهاد. وحينما قررنا أن نظهر للعالم المحبين منهم والخصوم أننا شعب يمكن أن ينطلق، بل من إمكاننا أن نقف ونتراوى ونحكم العقل ونحكم المنطق. كانت تلك المسيرة الخضراء السلمية البشرية الإنسانية التي دلت هي بدورها على مدى تعلقنا بحضارتك مع الشعب، بالقيم الروحية التي جعلت منك عبر التاريخ ذلك الشعب المهاب جوانب محترم والمكرم. C'est avec ce texte-là qu'il a arrêté la marche verte. Bon. Alors on croyait que c'était fini, on a gagné le Sahara. Maintenant c'était que le début. Nous avons donc cru que le problème était terminé, mais en réalité le problème venait à peine de commencer. Les difficultés que nous avons rencontrées d'abord pour notre armée, nous sommes sortis de 2 expériences douloureuses, de 2 coups d'État, durant lesquels nous étions traumatisés. Donc nous avons arrêté de nous entraîner pendant 2 ou 3 ans. Ensuite, nous avons hérité d'un armement obsolète du temps même du protectorat. Donc nous n'étions pas préparés pour entamer une guerre comme elle s'est déroulée. Au niveau de l'armée de l'air, ensuite, il fallait s'installer sur le Sahara rapidement avant que l'Algérie et les Polysaриens viennent s'installer et ramener la presse internationale pour dire qu'ils ont conquis le Sahara alors qu'ils n'ont rien compris. Il y avait le problème des mines. Le Sahara était jonché de mines, alors nos véhicules sautaient sur des mines, etc. Au niveau de l'armée de l'air, nous avons hérité des infrastructures minables, une piste qui était obsolète avec des trous, etc. Nous avions des difficultés à faire décoller nos avions, etc. Pourquoi les avions? Parce que les autres avaient un armement beaucoup plus développé. Ils avaient des 14-5, des 23 mm, des SAM-6, des SAM-5, et même des chars, des 23 mm, des 14-5, chose que nous n'avions pas. Et puis, on a eu une surprise. On croyait qu'on se battait contre les séparatistes, alors que nous avons rencontré des Algériens à Amgala. Nous nous sommes battus avec des Algériens, des soldats algériens à Amgala. Nous avons pris 106 prisonniers algériens en Amgala en 1976, janvier 1976. Alors, contre qui nous battions à cette époque-là? Moi, j'étais responsable d'une cellule aérienne, en plus du détachement en entier, j'étais responsable de la reconnaissance photo. Alors, j'ai personnellement, avec quelques-uns de mes camarades, photographié des bataillons algériens à Bahbs, à Berlhlo, à Tifaviti, à Amgala, à Galtedzmour, à Andrega. J'ai vécu 4 bataillons qui étaient venus au Sahara bien avant la marche verte et qui se sont éparpillés sur tout le Sahara. Et c'est contre ces bataillons que nous avons fait au début la guerre. Ensuite, progressivement, quant à l'émigration soutenue par l'Algérie, la Libye et tous les pays. Alors, on ne faisait pas la guerre uniquement contre le Polisario, ni contre l'Algérie, ni contre la Libye, tout ça, mais contre tout le monde communiste. Tout le monde communiste, l'URSS, la Yougoslavie, l'Allemagne de l'Est, le Cuba, l'Afrique du Sud, l'Angola, et tout le monde communiste, que ce soit en Afrique ou ailleurs, eh bien, ils étaient contre nous, d'entre nous.
ماشي غير بحنا كان معنا الله الحقيقة. لا شكون هذا البوليزاريو هذا؟ شي حد فيكم كيعرف شنو هو هذا البوليزاريو؟ نو؟ وي؟ كوا؟ مرتزقة؟ ولكن علاش نكون؟ أنا نقول لكم ديما سي تري بيان مرتزقة سي une jolie expression. Mais je vous dis qui c'est le maintenant. Alors, les dirigeants du Polisario sont sortis de l'université Mohamed V de Rabat. Vous avez vu? Il y avait des Sahraouis qui étaient, enfin des Sahraouis, disons des Sahraouis, c'est des fils de Sahraouis de l'armée de libération Sahraoui, qui combattaient, qui étaient une frange de la libération marocaine, qui sont descendus aussi, soi-disant, pour libérer le Sahara. À ce moment-là, leurs enfants étaient à l'université ici, à Mohamed V, كلية محمد خامس، ومن هنا انطلقوا مشاو لطنطا، من طنطا مشاو للزويرات وكونوا البوليزاريو في الزويرات. Ils étaient 24 qui ont constitué le Polisario. Après, le général commandant de la région saharienne, la région du Sahara, leur a fourni 10 soldats des Kanomaa Andou, à Tandon. L'Algérie leur a donné des soldats, des gens Mtindouf. Ils leur ont donné des Sahraouis qui sont venus de Bichar, plus ceux qu'ils ont récupérés un peu à droite et à gauche. Et c'est là, j'ai oublié le Haratin de la Mauritanie. C'est avec tout cet agglomérat qu'ils ont constitué le Polisario. Alors, la guerre a commencé, je ne vais pas m'attarder sur la guerre, c'est parce que c'est trop long, etc. Je vais pas tout de suite passer à mon accident. Alors, j'ai effectué une mission, j'étais responsable d'un détachement de F5 à Lyon, et j'étais en même temps chargé des moyens opérationnels. Tout ce qui se passait sur le plan aérien, j'en étais responsable à l'époque, en 1976, 77, 78, jusqu'au moment où j'ai été touché par un missile au moment d'une mission de reconnaissance. Alors, je me suis éjecté, je suis tombé entre leurs mains, et de là, ils m'ont amené à Tindouf, ils m'ont présenté à leur chef. Il n'avait pas fini de poser 1, 2, 3 questions lorsque 3 officiers algériens sont entrés dans son bureau au Kaloulou, à Dindoul. L'état-major de l'armée algérienne à Tindouf. Ils m'ont mis dans une cellule en bas, au Daoul de Sintab. Les mains et les pieds avec des menottes, d'El-Amara, pendant 15 premiers jours. Je passais presque un mois et quelques d'interrogatoire. Alors, qui m'interrogeait? 3 officiers algériens, avec leurs uniformes. Alors, ils ont commencé par essayer de m'intimider psychologiquement, etc., avec des insultes, etc., insulter notre roi, nos institutions, le peuple, tout ce qui se fait. Comme un peu ce qui se passe actuellement, c'est la radio algérienne pendant cette période de propagande. C'est exactement pareil, sinon un peu plus salé, si vous voulez. Quand ils n'étaient pas contents de réponse que je leur donnais, ce qui était le cas souvent, on me ramenait dans la cave et on m'envoyait 2 hommes voilés pour me tabasser, etc. Ils ont voulu me faire signer un papier où je dois reconnaître que les avions marocains ont bombardé des civils au Sahara. Je refusais parce que c'est pas vrai. Moi, je le témoigne devant l'histoire et devant vous et devant l'histoire que jamais nous n'avons bombardé des civils. Jamais. Nous sommes toujours battus contre des gens qui avaient des armes. Alors, je suis sorti de cet interrogatoire avec une conviction qui est la suivante, c'est que nous ne faisions pas la guerre au Polisario. Vous l'appelez Polisario, moi je l'appelle Algérisario. Mais on n'a jamais combattu l'Algérisario. Enfin, le Polisario, pardon. Mais c'était les Algériens qui étaient aux 2e ligne, avec des armes à portée beaucoup plus longue. Je suis revenu avec la conviction à quel point l'enjeu du Sahara, à l'époque dit occidental, combien l'enjeu du Sahara marocain est un enjeu capital pour l'Algérie. Comme je vous ai dit au début, ils voulaient
passer sur l'Atlantique, isoler le Maroc, etc., foutre des amis au Maroc. Donc l'implication de l'Algérie dans ce conflit était très claire dès le départ. Boumedienne venait donc de trahir, il a trahi le Maroc et son roi. Il a trahi le peuple marocain qu'il avait pourtant abrité, nourri, logé, blanchi, et qui avait surtout aidé sans compter l'armée de libération algérienne. Et enfin, Boumedienne, en s'attaquant au Maroc, a trahi même la révolution algérienne. En un mot, il a trahi l'histoire. Et partant, il a raté l'occasion unique de construire avec Hassan II le Grand Maghreb. C'est bien dommage. Alors de là, ils m'ont ramené chez le Polisario. Alors chez le Polisario, je rentre dans une cour. Et j'ai reçu un choc. Pourquoi? Je me suis retrouvé devant quelques 400 prisonniers marocains entassés dans des trous, dans des fosses, sans toit, dans un état piteux, sale, cheveux longs et des barbes hirsutes, la plupart pieds nus, encore pleines de boue fraîche, les têtes emmitouflées dans un morceau de tissu crasseux, en guise de turban, laissant apparaître des visages tristes, avec des yeux hagards, agrandis par la peur, faisant apparaître un état de déséquilibre mental ou psychique. هذه الحالة اللي فاش وجدت أصدقائي جنود المغاربة حفار لأن كانوا كيحفروا التراب باش يديروا البريك وقالوا لهم هذوما لي شامبر ديالكم فاش بدات ناس بدون سقف تحت الشمس الحارقة في الصيف والبرد القارس في الشتاء. Je vais donc me résigner à accepter ma nouvelle vie. Je devais oublier que j'étais capitaine pilote de chasse, mais un simple prisonnier, piteux, sale, aux cheveux longs et barbe hirsute comme eux. Je devais comme eux supporter les poux, les punaises et les cafards, avec la hantise d'être piqué à tout moment par un scorpion ou mordu par une vipère, il y en avait, et dormir sur des morceaux de carton comme eux, avec constamment la faim au ventre. Ces soldats avaient déjà vécu dans ces fosses sans toit pendant 6 ans, constamment exposés au soleil brûlant de l'été, au froid rude de l'hiver. Des conditions d'hygiène lamentables. Pas de salle de toilette. Les prisonniers étaient obligés, tous grades confondus, de faire leurs besoins, sinon votre respect, et je passe sur cette main, les uns en face des autres, se regardant comme des chiens de faïence, ou le blanc d'un les yeux. L'eau était très insuffisante. Je suis resté 8 mois sans me laver. 8 mois. De jour, les prisonniers étaient soumis aux travaux forcés, constamment fouettés. Fouettés avec un câble, c'était un fouet fait avec 4 ou 5 câbles électriques tressés. Voici un témoignage tiré du rapport. Alors, il y avait une ONG qui appartenait à la femme du président de la République française, M. Mitterrand, Daniel Mitterrand. Elle avait la ONG, c'est France Liberté. France Liberté est une ONG qui a aidé le Polisario depuis 1976 jusqu'en 2003. Elle est venue, elle a vu des prisonniers, et puis elle a envoyé elle a vu des prisonniers travailler, ils lui ont expliqué ce qu'ils faisaient. Et puis au retour à Paris, il a envoyé une commission d'enquête pour faire un rapport sur les conditions de vie des prisonniers marocains. Je cite un passage du rapport de Mme Mitterrand. Nous avons vu, je cite, nous avons pu constater que non seulement les règles minimales relatives au travail des prisonniers ont été ignorées, mais qu'en outre, les prisonniers de guerre marocains ont toujours été et restent toujours, c'est-à-dire aujourd'hui, en 2003, soumis au travail forcé. Ainsi, tout ce qui a été bâti au profit du Front Polisario à Raboni. Raboni, c'était le QG du Polisario Sud-Tindouf. Et partout ailleurs, les administrations, les hôpitaux, les écoles, les internats, les jardins, les puits, les fosses septiques, et le résultat du travail exclusif forcé des prisonniers de guerre marocains. Le travail de nettoyage et d'entretien de ces édifices et sites sont également effectués par les prisonniers. Depuis le début de la guerre jusqu'au cessez-le-feu,
Et bien plus tard, les gardes avaient des câbles électriques avec lesquels ils fouettaient les prisonniers lorsque la cadence du travail était jugée trop lente, ou pour les terroriser. Ils étaient ainsi constamment battus et humiliés. Les prisonniers de guerre marocains ont été assoiffés et affamés. Pendant le travail, ils ne pouvaient même pas s'arrêter pour boire. Ceux qui étaient surpris buvant de l'eau qui leur servait à confectionner les briques étaient fouettés. En guise de repas de midi, on leur servait un peu de lentilles avec un bout de pain rassis et un peu de riz qui leur était servi dans une brouette de chantier. Fin de citation. Et moi j'ai mangé de ce riz de brouette, plein de boue. Voilà, si c'est pour mon pays, je m'en fous. Maintenant, j'arrive à un chapitre qui doit vous intéresser énormément. Comment avons-nous fait pour supporter ce calvaire? كيفاش تتحملنا هذا العار هذا العذاب وهذا الشيء كامل. La foi a joué un rôle déterminant. L'iman. بماذا؟ La foi d'abord en nos capacités intrinsèques, بقدراتنا الشخصية. Donc nos capacités personnelles et notre background. Everyone has his own background. Right? Chacun de nous était porteur d'un héritage culturel qu'il a mis à profit pour développer une résilience. La résilience, c'est la capacité d'un être humain à faire face aux événements, au traumatisme, à la misère. L'ennemi pouvait nous faire subir les pires traitements, mais il ne pouvait jamais nous empêcher de penser et de réfléchir. C'est grâce à ce degré de liberté que nous pouvions agir sur le milieu qui agissait sur nous. Mais alors comment expliquer qu'en même temps que nous subissions un calvaire, nous avions pu déclencher si vite un processus de résilience? C'est là, à mon avis, où intervenaient les facteurs de protection acquise durant notre enfance, grâce à nos familles et à notre culture très riche en enseignements sécuritaires. Il est prouvé que le fait d'avoir vécu dans son enfance, il faut écouter, hein, c'est très important là, ce que je dis. Il est prouvé que le fait d'avoir vécu dans son enfance dans une famille stable, gaie, avec une mère protectrice et sécurisante, l'enfant face à un traumatisme ou un malheur est mieux préparé à développer une résilience que celui qui n'a pas connu une enfance heureuse. Et ça, c'est Boris Cyrulnik, un psychologue, qui a écrit ça. Il appartenait à une famille de juifs. Les nazis sont venus emporter sa mère, son père, ses frères et sœurs. Il a échappé. Et quand il a grandi, il a fait psychiatre et psychologue. Et qui a dit ça parce qu'il a été pris en charge par une autre femme. Donc, à mon avis, comme dans notre grande majorité, nous étions issus, je parle des prisonniers qui étaient à Tindouf, nous étions tous, ma majorité, issus d'un milieu rural où ces valeurs que j'ai mentionnées peut-être plus haut existent. Nous sommes arrivés à développer une endurance et une vraie résilience. لأن كنا من أصلا من بوادي تقريبا كلنا تقريبا وكما قالت واحد المفكرة فرنسية l'enfant de la campagne est roi au Maroc. كيكون أسعد من أبناء المدن والله أعلم. Il y a aussi la foi en Dieu. On dit avec la foi en Dieu, on peut déplacer des montagnes de tourments et de tristesse. La lecture du Coran, par exemple, وكانوا بزاف فينا الأولاد ديال الجبالة وديال البوادي اللي حافظين القرآن. كانوا كيصلوا بينا واللي ما حافظش القرآن كيتعلم منهم. Il n'y avait pas de hiérarchie. Hein? Tout le monde était à la même enseigne. La lecture du Coran, par exemple, et les prières constituent l'antidote, c'est-à-dire de nos misères et de notre anxiété. Puis la foi surtout en notre patrie et son système politique. Parce que l'amour de la patrie et la croyance en elle peut faire d'un soldat un être hors du commun. Mais chez un soldat, n'importe qui, la croyance, je répète,
L'amour de la patrie et la croyance en elle peut faire de n'importe qui un être hors du commun. Parce qu'il s'identifie à quelque chose, à une patrie. Alors, comme je vous cite la citation de Victor Hugo, quand on voit la carte de sa patrie, on y voit le visage de sa mère. Ça, c'est Victor Hugo qui a dit ça. On avait appris par cœur cette citation de Feu Hassan II, dont je vous ai déjà parlé. Il a les grandes batailles de la vie ne sont remportées ni par les plus rapides, ni par les plus forts, mais par ceux qui n'abandonnent jamais le combat. Alors, cette citation, vous pouvez l'appliquer même à vos études. Ceux qui réussissent, ce n'est ni les plus intelligents, si, réussissent bien, mais pas les seuls à réussir, ni les plus forts, pas les seuls à réussir, mais par tous ceux qui n'abandonnent jamais de réviser et de travailler. Ça, vous pouvez l'appliquer. Et puis il y a la foi en nos camarades infortunés, la foi entre nous. On se supportait malgré la promiscuité. Nous avons su sauvegarder les valeurs. Très important. Quand on vit en communauté, la sauvegarde des valeurs est une chose importante. En plus de la solidarité, retenez ce mot, solidarité, nous avions pu sauvegarder l'honneur, retenez ce mot, l'honneur, sharaf, la dignité, karam, le courage, shaja'a, la loyauté, touche-moi, ikhlas. Pour sauvegarder toutes ces valeurs, on avait instauré une discipline stricte, mais partagée et mutuellement acceptée. Ce sont ces valeurs militaires qui permettaient de résister. Nous avons choisi d'oublier nos grades. Moi, je n'étais plus, j'avais mis mon grade dans la poubelle. Je me suis dit, je suis leur frère, donc je dois vivre en frère avec eux. Tout en restant en frère, tout en restant respectueux les uns des autres. Le respect, quand on vit en communauté, le respect des uns et des autres est extrêmement important. Il fallait donc renforcer les liens d'amitié et de camaraderie. Si vous nous formez une classe homogène, c'est parce qu'il y a des liens d'amitié et de camaraderie très forts. Sinon, on ne pouvait pas faire une classe. Venir en aide aux malades et aux gens âgés était un devoir. On partageait tout. Nous étions conscients que notre communauté de prisonniers de guerre ne devait pas être la somme de nos intérêts mesquins. La foi en nos familles. Nous savions qu'elle nous attendait. On dit souvent qu'on revient de loin si quelqu'un vous attend. Ma femme Atiqa, ici présente, où elle est. À laquelle je rends un vibrant hommage, avait créé un cordon ombilical entre nous deux grâce aux lettres, aux médicaments et aux colis qu'elle m'envoyait avec le CSR, la Croix-Rouge internationale. Sans l'insuline qu'elle m'avait envoyée contre vent et marée, je n'aurais pas été aujourd'hui devant vous ici. Il y avait une chose aussi qui nous unissait, le courage. Les prisonniers, dans leur grande majorité, possédaient du courage, un courage guerrier, qui, selon le philosophe français Jean Delacroix, ne mérite son nom que lorsqu'il a une portée morale. Le courage, s'il n'a pas une portée morale, ce n'est pas du courage, c'est de l'obstinité. Par exemple, quand ce courage doit être destiné à défendre la patrie. Je vais vous raconter une histoire avec l'Iranien qui m'est arrivé avec l'Iranien, et c'est là peut-être, je ne vais pas... J'ai tenu à lui tenir tête. كان جاهم وزير الخارجية ديال إيران في الزيارة إلى عند البوليزاريو في تندوف.
وجابوه لينا ولا حنا داونا ليه وقالوا له هذا الكابيتان هذا تدرب في ايام الشاه عندكم. وجا عندي قال لي دربتي انت؟ قلت له نعم. قال لي يا ابني تمنى معايا الموت للحسن الثاني وتسقط الملكيه في المغرب وتأسس الجمهوريه الاسلاميه في المغرب. قل امين. شفت في عينيه نسيت بلي انا اسير وضرت فيه ما خليت ما قلت له. جا واحد من الايرانيين كان معاه قال لي سعادة الوزير خوك في الاسلام. قلت له ما انت خويا في الاسلام ولا هو خويا في الاسلام، ولا كان الاسلام ديال الخميني هو الاسلام انا خارج منه. لغى الزياره ديالو في ذاك الوقت بالضبط، لغاها وبمجرد ما خرج كان هو المكلف بالاسرى، هو خو ابراهيم غالي ديال دابا، خو علي ولد سيد مصطفى. قال النائب ديالو ايوا ليه، وجا ما خلى مدى رجع يا وجهي ميات. نطق واحد ملازم اخر صديقي كان واقف معه قال له ما خصكمش تضربوا الكابيتان هكذا، مشى حتى ما ضربوا. رجعنا للمركز 15 يوم ديال التعذيب ليل نهار، وكان نعسو يدينا مربوطين اللور مع رجلينا بالحبل، باقي الان الامارات في البرا ديالنا. ومنين وصلت 15 يوم نفخو يدينا رجلي، وصافت مدير الامن صافت النائب ديالو عندنا وشاف الحاله ديالنا، خرجنا من تماك دارنا في زنزانه مشتركه لمده 11 شهر. خرجنا من تماك عيطوا لي قالوا لي غادي تهضر في الراديو ولكن انت اللي غادي تكتب الموضوع، والموضوع هو هذا: معاملة الحسن الثاني وأحزابه للشعب المغربي. غادي تكتب صفحة ولا صفحتين وتقراهم في الراديو. قمت أنا الورقة ورميتها له على وجهه. وهذا اللي يقرا به هذا الشيء معاه هو ناجع إن الوطن غفور رحيم. من تما عيط لقائد الحراسه قال له ما بغاش يهضر، قال لي اما تهضر واما نكتب العقوبه. قلت له كتبها. العقوبه كانت خصك بريكه قداش يفهموا توزن 10 15 كيلو ولا 20 كيلو، قميجات من يدو، رجلك حفيانين وراسك عريان في الوقت في الصيف غشت وتدي البريكه من واحد الجهه على 200 متر تحطها وترمى وترجعها عاود. منين تكمل هاد البريكات انا عاود خصك ترجعهم الى 48 ساعه. ما قدرتش نوقف على رجلي تحت، لان كان واحد ضابط اخر حتى هو رفض باش يتكلم، طراو لنا ميم شوز. من تما دخلنا نسير شهر عام. هذه هي العقبه اللي يعني حدثين اللي من احداث كثيره اللي طرت لنا معهم، ماشي غير انا، الاسرى كلهم عندهم حكايه في هذا النوع هذا. وكاين قلنا الاشياء اللي كنا نعتمد عليها باش نتحملوا الارض. ليسبوار اي لو ريف. نو ريف اي نوتر ايماجيناسيون شابو ان جوليي. احلامنا وافكارنا كان ما يسيطرش عليها العدو. اي نو بيرميتي دو سوتي ملي كنكونوا تحت الكواش ناعسين في الظلام. Ça nous permettait de sauter par l'imagination les murs pour aller surfer sur le web de l'espoir et de nos espérances. Parce qu'il fallait, comme dit Saint-Exupéry, alimenter nos rêves pour qu'ils restent en vie. Donc, إذا كانوا الأحلام ديالكم تبقى دائما حية، خصكم تغديوها أفكار بالطموح إلى آخره. Le rêve éveillé avait sa portée aussi. Quand le rêve tenace, quand le rêve عينك محلولة. C'était pour nous un puissant moyen de nourrir le meilleur de nous-mêmes. Chacun possède quelque chose de meilleur en lui-même. Il faut s'en servir. En retour. Quand aussi l'humour et le rire. Chacun était libre de raconter sa vie. Nous n'avions pas de bouquin. On n'avait pas de livre, ما عندناش كتب.
وتحكي حياتكم نحكي حياتي وهو يحكي حياته واخوه يحكي حياته هذوك هما الكتب اللي كنا كنقراو بهم. Et la vie de chacun d'entre nous était un livre, de raconter des histoires qui font rire. Parce que le rire est une thérapie contre la douleur et l'anxiété. Il faut rire dans la vie. Il y avait d'excellents storytellers, mais la vulgarité n'était pas permise. Il fallait donc que nous apprenions par nous-mêmes. Il fallait que nous montrions à ceux qui étaient en proie au désespoir pour éviter le suicide, par exemple. Que l'important n'était pas ce que nous attendions de notre vie en prison, mais ce que nous étions capables d'apporter à notre vie en prison. Au lieu de se demander si la vie avait un sens, il fallait imaginer que c'était à nous de donner un sens à la vie. Alors, quand on est dans le désespoir, dans l'anxiété, etc., il ne faut pas se laisser abattre. Il faut donner un sens à la vie. Il ne faut pas attendre que la solution vous vienne de l'extérieur. Alors, regardez de près, notre situation s'apparentait avec celle de Sisyphe, condamné à un travail inutile et absurde. Qui c'est qui connaît Sisyphe? Sisyphe. Je ne vous dis rien, Sisyphe? Quand vous serez en terminale, vous apprendrez aussi, vous lisez Camus. Camus. Pardon? Et là, c'est les élèves de première bac. La première bac. Ah, d'accord. On n'est pas encore arrivé à la première. Quand vous aurez lu le mythe de Sisyphe d'Albert Camus, vous comprendrez ce que c'est Sisyphe. Sisyphe, et je vais vous dire, c'était quelqu'un qui n'avait pas obéi aux dieux dans la mythologie grecque. C'est quelqu'un qui avait refusé le verdict des dieux. Les dieux voulaient qu'il meure. Lui, il a refusé de mourir. Et l'ont condamné à porter un rocher sur son dos jusqu'au haut de la montagne, de le laisser tomber. Quand il est en bas, il le reprenait, il le remettait sur son dos, il le remontait rond, et ainsi de suite. C'est-à-dire de faire un travail absurde. Alors nous ici, nous étions marqués par la répétition, condamnés à accomplir constamment les mêmes gestes, à travailler sans arrêt comme des forçats. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, puis le lendemain, il fallait recommencer. Donc des jours, il y avait 25 ans, c'est 9125 jours. Des semaines, des années qui se succédaient en boucle, 25 années durant. Donc à effectuer un travail interminable, inutile, absurde et sans espoir. De longues années nous passaient sous le nez, sans que nous puissions y investir quoi que ce soit, ni pour notre pays, pour notre avenir, ni pour nos enfants, ni pour notre pays. Alors, comment faire? Il fallait que chacun de nous trouvât, au fond de lui-même, la clé pour passer du statut de victime au statut d'homme libre. Quand vous êtes dans une situation douloureuse, difficile, il ne faut pas vous prendre en victime. Il faut essayer de trouver en vous la clé pour franchir l'obstacle et aller dans une situation d'être libre. Au risque de me répéter, notre destin de prisonnier de guerre s'apparentait au destin de Sisyphe, un héros absurde, parce qu'il a accepté de faire un travail absurde pour échapper au châtiment des dieux. Du point de vue de Camus, Sisyphe est donc un homme libre. Quand vous ne faites que ce que vous pensez, vous êtes libre. Nous aussi, prisonniers de guerre, nous étions des héros absurdes condamnés à répéter consciemment les mêmes gestes qui n'ont ni sens ni but. De ce point de vue, nous avions gagné ce degré de liberté que j'ai mentionné au début et en même temps gagné le combat contre nos geôliers. Donc nous avons, même en prison, nous avons gagné le combat contre nos ennemis. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas nous interdire de réfléchir, d'être libres, intérieurement. Bon, dans l'attachement à la vie, nous dit Camus, Albert Camus, il y a quelque chose de plus fort que toutes les misères du monde. Et qu'en fin de compte, le corps humain, retenez ça, le corps humain recule devant tout, devant l'anéantissement. Et c'est la meilleure image, dit-il, que l'on peut donner de l'instinct de survie. Parce que le corps, naturellement, il recule devant l'anéantissement.
Et c'est ainsi, et cet instinct de survie dont nous parle Camus, qui était pour nous aussi notre instinct de survie dans le gel des Toundouf en Algérie. J'arrive à la conclusion, hein, j'espère que je n'ai pas été long. Grand nombre d'élèves ici ont des questions à vous poser. Vos voix enrichiront ce moment d'échange unique. Je laisse donc la parole à mes camarades. N'ayez pas peur, posez toutes les questions qui vous passent par la tête. تجربة مريرة في نفسيتكم. جعلت حب وطني أقوى، حب عائلتي أقوى، وحب المغاربة أقوى. J'ai la profonde gratitude de vous adresser cette question. L'accident aérien dont vous avez été la victime fut un tournant décisif dans votre vie et dans votre carrière. Après la triste expérience de votre emprisonnement et votre libération, avez-vous continué à travailler au sein des forces royales armées ou avez-vous eu des regrets par rapport à votre engagement? يا ابنتي pas de regret. Pas de regret. Si c'était à refaire, je le referais demain. Parce que pour votre patrie, en vérité, qu'est-ce que c'est que la patrie? Ce n'est pas la patrie, ce n'est pas des montagnes, des rivières, des arbres. Etc. La patrie, c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Ce sont les Marocains qui constituent la patrie. Donc, لأن المغاربة يستحقون كل خير، كل تضحية. لما تنظرين إلى الماضي تجدين أن شعوب يعني المئات والألوف ils ont porté l'islam en Espagne. Imagine-toi un peu 60 000 cavaliers qui traversent le détroit de Gibraltar. بالتموين ديالهم بالماتيريال ديالهم بسيوفهم بالماتيريال ديالهم واش تتصور بلي مسألة سهلة. لماذا مشاو؟ باش يقبضوا اسبانيا هي كيمشيو تما كيخلوا الاندلسيين ويرجعوا بحالتهم للمغرب من اجل فكرة هو نشر الاسلام. هذه وحدة مثلا. إذا il y a beaucoup de choses qui nous rattachent à ce pays. Je ne sais pas, je ne peux pas le définir, mais il y a un secret. Ce sont les sociologues et peut-être les psychologues qui peuvent le dire. En ce qui concerne la première tranche de votre question, est-ce que j'ai quitté? Quand je suis revenu, je n'ai pas voulu partir à la retraite, parce que j'étais déjà assez vieux, compte tenu des textes, il fallait partir à la retraite. Donc je ne voulais pas partir à la retraite sur un échec, que je considérais moi un échec. Vous avez dit tournant décisif de ma carrière, c'est vrai. Mais je voulais au retour partir sur un espoir. Et j'ai écrit une lettre à Sa Majesté pour lui demander de m'autoriser à faire un vol. Il me l'a accordé. Alors je suis allé à Meknes, ma base d'origine, au Tarse. Je me suis trouvé en face d'une pépinière de jeunes pilotes et moi je l'ai fait dans ce sens-là. Je voulais que ces pilotes sachent que malgré les 25 ans de détention dans des conditions abominables, je n'avais pas perdu de vue mon arme, je n'avais pas perdu le vol, l'avion, l'ambiance des pilotes, etc. Je voulais leur donner un espoir en leur disant voilà, votre capitaine il a passé un calvaire de 25 ans, mais il a demandé à voler. Donc, l'espoir continue. Et c'est cet espoir que je voulais leur transmettre. Voilà. انت واقيلا كنتي ناعسه بدي كنت كنهضر انا قلت لك الايمان بقول شنو اخر والشجاعه والى اخره. وكنا عارفين علاش رحنا في تندوف.
ما كناش غير ناعسين وكل شيء، كنا كنخمموا كنفكروا كنقولوا وحنا قلنا للصحفيين اون كاتيمين براسنا مع الصحفي كنقولوا قولوا للدوله ديالنا والمسؤولين ديالنا اذا خصكم تعترفوا بالبوليساريو باش تخرجونا من هنا حنا ما خارجينش. نموتوا هنا ولا تعترف الدوله ديالنا بالبوليساريو. Mr. Najib, how were your feelings when you witnessed your own mother? Come here. Say that again. Mr. Najib, Yes. how were your feelings when you witnessed your mother putting your own picture next to the American pilot? Okay. Good question. Do you want me to give you an answer in English or in French? In English. In English? Yeah. Okay. When I was 11 years old, I was preparing my certificate d'études, primary school. She entered the room and found me sticking a picture of an American pilot on one of my copybooks. And she took my ear and said, instead of working for your exams, you're playing techniques away. And I put my finger on the picture of the American pilot and said, when I grow up, I'll be a pilot like him. She said, what's pilot? She didn't know what's pilot. I said, I'm Sortiera. I mean, you're crazy, my boy, you're crazy. And it was the hope. I screwed up in my mind and I didn't do anything, I just forgot it. I went to the United States for pilot training, then I went to France for Air Academy and pilot training as a fighter. And I sent the pictures to my home. And one of the pictures was when I was sitting in my airplane, fighter airplane, with my helmet. She took the picture and stuck it on the opposite side of my copybook. On the first breakfast I had with the family, she took that copybook and brought it on the table and said, here you are, forgive me my son. C'est ce que nous faisons en fait avec nos enfants quand ils voient autre chose. Avec une photo d'un pilote américain et elle est entrée, elle lui a dit واش في عوض ما تخدم جالس انت كتشوف ليا في هاد سميتو دير في الخدمه ديالك. Donc lui ce qu'il a fait c'est que lui a dit انا ملي نكبر غادي نولي pilote. Ou d'ailleurs c'est ce qu'il a fait, il est devenu pilote. Parce que quand vous avez un rêve, travaillez dans le même sens que ce que vous avez souhaité au départ. Merci, monsieur. Mais attention, il ne suffit pas de... Au fil du temps, vous êtes-vous dit, je ne sortirai jamais d'ici? Vous êtes-vous résigné ou vous aviez des indices d'une libération prochaine? Non, on me dit, Anna, parce que je savais que ça allait être très très long. Très très long. Donc je n'avais pas d'espoir de sortir de cette prison vivant. Mais, comme je vous ai dit, on a vécu sur l'espoir. Sur l'espoir et la volonté de résister. On a développé, comme je vous ai dit, une résilience avec un background qui était conséquent quand même. Mais j'étais sûr, si je vais sortir, je sortirai parmi les derniers. Parce que mon dossier était lourd. N'oubliez pas que j'étais responsable des opérations aériennes et je veux, sans jeter des fleurs, avec mes camarades pilotes de chasse, que nous étions à Lyon, nous avons tenu la dragée haute au Polisario. Croyez-moi.
ما يكذبوش عليكم يقول لكم بلا طيارات كانوا كيسوقوهم النصارى ولا الامريكان غيان. سيتو توز لي ماروكان ولاد المغرب ابناء المغرب. Quels sont les actes de torture? Quand vous avez notre montre à nous, et c'était arrêté le jour où on a été capturé. Le temps n'avait pas d'importance pour nous. Le soleil se levait au-dessus du mur, il se couchait au-dessus, sur le mur, sur l'autre mur. Le temps, certes, circulait dans nos veines, mais on était complètement ignorés. Alors, au fur des ans, comme tu dis, nous avons essayé de trouver en nous-mêmes la foi, le courage, etc., de résister, etc. Et à la fin du lot, on s'est aperçu que ce temps que nous avons négligé, lui, il ne nous a pas négligé, puisqu'il nous a vieilli. Quand on se regardait, on avait complètement changé. Mais encore une fois, il y a toujours cette aspirine, hein, qui est l'amour de la patrie qui nous sauvait. Et puis la famille. Je vous ai dit que quand vous savez que quelqu'un vous attend, même s'il est trop loin, vous finissez toujours par revenir. Et puis je vous ai dit aussi que quand vous regardez la carte de votre patrie, vous y voyez le visage de votre mère, en principe, comme dit Victor Hugo. Voilà. قال لي اش غادي تقول بهذوك اللي فتيدو وقلت في واحد الانترفيو درتها مع شاده il y a 15 jours elle doit être sur YouTube. Quand la caméra m'a fixé, je lui ai dit écoute, انا نقولها بالعربيه ونقولها لكم بالحسانيه كاع. قلت لهم يا اخواني المعتقلين في تندوف هذا اللي يتكلم معكم نجاب تعرفوه. احنا بنينا لكم ديور، بنينا لكم مدارس، وبنينا لكم مستوصفات، وقرينا لكم تركتهم تركهم لي زنف. هذا كله كامل عدلناه، لا لاننا كنخافوا منكم ولا كنخافوا من البوليزاريو، احنا ما نخافوا من البوليزاريو. هذا الشيء كامل عدلناه لاننا نحبكم. اطلب منكم اذا ان تبقوا على عهد باش ترجعوا لبلادكم وتكونوا فيها كرماء ومعتزين مكرمين. جاد سيد نجاد الهرم، نرحب بك. الهرم في الصبر، الهرم في المقاومة، الهرم حب الوطن، الهرم حب المغاربة. في ظل هذه التجربة المريرة اللي عشتي 25 سنة، شفنا كيفاش الوليدات تكثروا بكل ما سردته في المداخلة ديالو. حبذا لو السيد نجاد يستحضر واحد الحاجه اللي بسيطه، شي حد اللي قدم له مساعده ولا شي حاجه اللي دخلت لك واحد ولو مره وحيده في 25 سنه فرحه. واش كان شي خبر سمعتي على المغرب او شي شخص اللي قدم لك شي مساعده، حتى هاد الوليدات ياخذوا شي حاجه اللي السي نجاد فرح فيها في هاد 25 سنه، واش ولا ما كانش الفرحه كاع؟ Astuces, en fait, je ne sais pas si c'est des petites ou des grandes astuces, mais je... واحد الميلاد عيطوا عليا مشيت وداوني بعدنا مشيت 30 كيلومتر ودخلوني في واحد الحجره فيها مدير الامن ديال البوليزاريو، كان لو بلو غران تورسيونير سيدهم الحمد بطل، وجبت جالس معاه ولد جماني، واحد من ولاد الجماني اللي التحق بالبوليزاريو. قال لي هاد سيدهم محمد بطل كريحه الريحه والسجن. فتحتو وإذا به كنشوف الدراري صغار منكم شويه كيلعبوا في الساحه ديال المدرسه، كانت المدرسه. قال لي انتما والملك ديالكم
كتعتبروا هاد الولاد ولادكم؟ ما جاوبتوش. قال لي يا ولد الجمانية عليك الأمان يا نقيب، قول له اللي في راسك وما تخاف. قلت له نعم. كنعتقدوا بلي هادو ولادنا وهذوك الشياب اللي ليه ودوك العيالات اللي ليه حتى هما مواطنين مغاربه. قال لي قلت له ايه. قال لي غادي تمشي للسطاشن مع صحابك وترجع انت وواحد 5 منكم تقرروا هاد الولاد هادو تديروا محاربات الاميه. حنا في استطاعتنا نجيبوا جزائريين كوبيين ليبيين وما نعرف الى اخره باش يقرروهم، ولكن حنا بغيناكم نتوما تقرروا ولادكم. عمري مشيت رجعت عند واحد من الاصدقاء ديالي ضابط حتى هو، قلت له اسمه، قال لي اسمك؟ قال لي هذه مناسبه من ذهب، حنا داكشي اللي كيعلموا لهم بالليل غادي نكرطوه اليوم ناخذ. قلت له كيفاش؟ واش حنا غادي نقولوا لهم المغرب ما يمكنش غادي نسيقوا الاخرى؟ قال لي لا غادي غير نقرروهم باخلاص، وهذه القرايه ديالنا باخلاص هي اللي غادي تغير لهم موقفهم على المغرب. ربنا كنقريو. لا وقعوا لي 4 ديال الاحداث في 3 سنين. الحدث الاول كنت في القسم مع دراري صغيرين كنكتب في السبوره، وانا كنسمع وحده من البنات جابوا لي 9 ديال البنات من ليبيا، جاو عليهم من ليبيا كبارات 16 17 عام، كتبكي وكتغوت. درت كيما كنا جبر واحد الحارس هز عليها واحد العصا وبغى يضربها، قال لهم باطحين على كرشها وبغى يديرها. مشيت انا قلت له داك العصا رصها على 2 ورحتها من السجن وقبضته وخرجت على برا. غادي تقولي لي علاش درت هادشي؟ لان عرفت انا من خلال لو جيست كو جي في غادي تمشي تعاودوا في المخيمات عند والديهم وعند احبابهم في المخيمات. اي سا سي اون بومب. بان رجع مشى جاب نائب المدير، قال لي مالك مع هذا الحارس هذا؟ قلت له كيف قال لي غادي نمشي ندير التقرير ديالي وانت وزهرك. مشى رجع يومين من بعد قال لي قالت المدير ما بقى حتى شي واحد يدخل عندك، ممنوع يدخل عندك شي واحد، ولا دخل عندك شي واحد خرجوا واحده. دونك الحدث الثاني جاء هذا مدير الامن هذا سيدنا محمد البطل بالليل شعلوا الجروب باش يجي جايب لي دفاتر فاتحهم في نفس الصفحه. انا كنت كنقراهم انا الانجليزيه، صاحبي الاخر كيقراهم الفرنسيه والاخر كنقراهم السبعيونيه. انا جبتهم كنت انا كنصور لهم for you. I used to draw them a tree, a cat, a dog, a triangle, a rectangle, a star. هو يجبرني بلي انا كلهم تلامذ لونوا المستطيل بالاحمر، والنجمه اللي كانت غير في الراس ديال الكناش بالخضر. وقال لي بقات غير تقول لهم يجيبوا لك النجمه يطرحوها في المستطيل. قلت انا اللي منعني من هذا الشيء انا ما عنديش طباشير الالوان. انا قلت له ما عنديش طباشير الالوان الا لونوا الرسوم ماشي نقدر. مشى استشهد معاهم وقالوا دونك ما رجعش عندي. الحدث الثالث جانا المدير الجديد قال لنا اش كنديروا لهاد الولاد ديالنا حنايا؟ انا البارح سولتهم قلت لهم ما نحسن عندكم دوك حنا كيعطونا الشلح، ولكن وقعنا دوك المغاربه ولا دوك الكوبيين باسكو يافي دي كوبان كي لو غابخوني الاسبانيول. قال لي واحد انا اختار هذيك المغاربه. قال لنا قلت له المغاربه قلت لكم بواتكم في البحر وانت باقي. قال لي ايه منين تكمل الحرب هذوك غادي يكونوا خوتنا وهذوك النصارى ما عمرهم يكونوا خوتنا. غادي مشيت للمدرسه وعيطت لواحد التلميذه قلت له البارح جاكم محمد مبارك وقال لكم؟ قالت لي نعم. قلت له شكون هذا اللي جابو؟ قالت لي واحد من دوك التليين يعني القسم الفوقاني اللي ما كانش عندي في القسم. جابته قلت له سير جيبيه. جابته
قلت له انت اللي جبت، قلت له قل لي شنو قلت له. قال هذا لا اكزاكتومون اللي قال. قلت له علاش قلت له هادشي؟ قال لي لانه جزائري ومو صحراوي صحاح، ولكن داه جزائري ماشي شغله، ماشي شغله. وانا راني جابوني من البويرات، انا جابوني خطفوني من البويرات انا وامي و11 و111 صحراوي، جابونا هنا لتندوف وعذبونا ودارونا ودارونا. الوغ باش نجازيه جمعت لي دفاتر، كان عندي دفاتر، جمعت الدفاتر والالوان وكلشي عطيتهم له. 3 شهور من بعد رجع مشى عطله وجا. مشى هناك خلاه حتى السجن ولا حالي. قال لي هذه صرتها تكمل. شنو فيها؟ فيها une brosse à dents, un tube de dentifrice et une savonnette. Vous voyez, et le dernier incident qui m'est arrivé, alors celui-là il est beaucoup plus grave. J'ai un مدير ثقافة، soi-disant مدير ثقافة، إبراهيم كتلاس. جا وقف قال لي أنت ما تدخلش، خلينا ندخل عندهم، ندخل عندهم بحال هذا قسم بحال هكا، قال لهم منين يدخل عندكم الأستاذ ديالكم قولوا بصوت واحد مرتفع الجبهة البوليزاريو ستنتصر. قال لي ادخل عليهم. دخلت ولا واحد قال كلمة، ولا واحد قال كلمة، وبقى يسبهم ويلعنهم وجا خرجهم تمدهم على بعد 15 كيلومتر، زول لهم الصندالات ولي شوسير وقال لهم رجعوا للمدرسة عندهم شهر غشت. بقى 3 أيام من بعد رجعوني للمركز. الوغ سي با فيني. منين رجعت نطلق واحد النهار واحد الرجل تيدق في الباب، مشات ما عرف شكون اللي حل، قال لي بغى واحد الراجل. مشيت دخلت انت نشوف فيه، قلت له مختار نافع. قال لي يا مختار نافع، واحد من التلاميذ ديالي اللي كانوا عندي في تندوف. قلت له انت جيتي ديجا؟ قال انا جيت قبل منك 2000 تاع 2003. قلت له دخل. جبنا عندي الماء ديال الاتاي الصحراوي، كيسان صغار والبريق، ماشي البريق. قلت له، قال لي انا اللي ندير لك انت هو الاستاذ ديالي، ما يمكنش خليك انت. قلت له بغيت نسولك محمد مبارك، علاش جاوبتو ما بغيتوش تقولوا محمد مبارك ابراهيم كتلاس داكشي اللي قال لكم؟ قال لي ما يعنيه، هو جزائري ومو صحراويه ولكن ما يعنيه وما بغيناش نجرحوك. ومن العناوين ديال في الدفتر كانوا كيسطروا بجوج سطور، 2 lignes. Ils soulignaient les titres avec 2 lignes, un trait rouge et un trait vert. Nation, mais cette fois-ci en chanson. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. صوت الحسن ينادي بلسانك يا صحراء، فرحي يا أرض بلادي أرضك سبحة غرام. صوت الحسن ينادي بلسانك يا صحراء، فرحي يا أرض بلادي أرضك سبحة غرام. موردنا لازم يكمل بالمسيرة الخضراء، موردنا لازم يكمل بالمسيرة الخضراء. الله 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 الله. مدينة حب وشعب
Alors, moi je vais leur dire un mot. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme je suis heureux. Je suis heureux maintenant d'être devant vous. Pourquoi? لأن اكتشفت أنكم وأنكن خير سلف لخير خلف أو خير خلف لخير سلف. Moi-même, j'ai beaucoup d'espoir pour ce pays. Et je ne peux pas partir de ce joli établissement et bel établissement sans rendre hommage à M. Khalid et ceux qui ont bâti cette école. Il y a Madame la directrice qui veille au grain pour la bonne gestion de ce monde. Il y a les professeurs, il y a tous les professeurs qui sont là pour transmettre le savoir. J'espère que dans l'enveloppe du savoir, vous allez y mettre l'amour de la patrie. Et si vous aimez, si vous connaissez l'histoire du Barça et du Real Madrid, je vous demande de connaître l'histoire de votre pays, celui du Sahara. Alors, n'oubliez pas, le sport unit